Vous parliez de visite d'empereur romain. Moi, j'étais à Paris. Ça a été la visite d'un monsieur qui doit tout au dirigeant actuel de la France pour sa position qu'il occupe actuellement à Abidjan. L'arrivée de monsieur Ouattara a été très peu médiatisée en fait en France. Il est arrivé à l'aéroport d'Orly avec un accueil pour une visite d'État au niveau d'un ministre de l'Intérieur, qui d'habitude c'est pas le niveau pour une visite d'État. Ensuite, il a été transporté par hélicoptère pour éviter toute promenade dans les rues de Paris, jusqu'à l'esplanade des Invalides qui avait été sérieusement bouclée par les autorités. Et on lui a fait faire un petit tour de manège, si on veut, avec quelques cavaliers de la garde républicaine. Et c'est à peu près tout pour ce qui est du cérémonial d'accès à Paris. J'observe également que les visites officielles qu'il a eues et les cérémonies officielles auxquelles il a participé, en particulier la fameuse réanimation de la flamme qui est protocolairement associée à ces visites d'État, c'est faite là aussi avec un ministre qui est dans les plus bas échelons dans l'ordre protocolaire français. Et sa visite au MEDEF s'est faite non pas avec un ministre, mais avec un simple secrétaire d'État. Donc, à part l'heure de visite avec le président Sarkozy et le fameux dîner à l'Élysée, la visite de M. Ouattara n'a pas été une visite exceptionnellement médiatisée. Et j'ajouterais qu'il a même eu un petit couac pour lui, puisque le président du Sénat, dûment informé, a eu a justifié une impossibilité protocolaire pour le recevoir. Donc ça, c'est pour l'aspect, pratique des choses. Sur le fond du problème, M. Ouattara vient en France pourquoi? D'abord pour remercier, bien sûr, et ensuite pour, encore une fois, chercher un appui politique et financier dans une situation où il est en train de mettre le pays complètement dans les difficultés. Il faut savoir que quand le président Gbagbo a été élu en 2010, puisqu'on y reviendra sûrement au cours de l'émission, le président Gbagbo a été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, la Côte d'Ivoire était sur la voie du redressement. Le président Gbagbo est arrivé au pouvoir avec une dette de 8 000 et quelques milliards. En 2010, on était passé à moins de 6 000 milliards. On était dans le cercle vertueux du PPTE, des pays pauvres très endettés, qui était le signe d'un pays qui avait subi un endettement massif des prédécesseurs du président, c'est-à-dire en particulier Bédier et Ouattara, et que le président Gbagbo avait obtenu ce PPTE du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, ce qui était une reconnaissance par les autorités monétaires internationales de la bonne gouvernance du président. Et s'il n'y avait pas eu ces événements malheureux après l'élection, nous serions aujourd'hui dans la phase d'achèvement et la Côte d'Ivoire aurait annulé 90% de sa dette. Donc M. Ouattara a cassé tout ce mécanisme. Le gouvernement qu'il a mis en place est un gouvernement de prédation. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure, je pense, avec toutes les questions sur le plan économique. Donc cette visite de M. Ouattara, qui s'inscrit également dans une phase finissante pour le pouvoir français. Parce que sans vouloir augurer et faire des plans sur la comète sur l'élection du mois de mai, si l'on observe bien les choses en France, la réélection de M. Sarkozy est au-delà du problématique. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Le président Laurent Gbagbo était sous embargo, toutes les relations diplomatiques étaient rompues un peu partout, mais il a réussi à payer les fonctionnaires, à faire avancer le pays. Alors, autour de M. Ouattara, qui est très, très versé dans l'économie et les finances, il n'y a plus d'embargo, les relations diplomatiques sont réétablies. Alors, qu'est-ce qui donc le fait courir à travers le monde pour chercher de l'argent? Qu'est-ce qui ne marche pas? Écoutez, quand on dit que M. Ouattara est un économiste, c'est peut-être les études qu'il a faites aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie, mais quand M. Ouattara a commencé à exercer son activité d'économiste en étant le président du comité interministériel puis Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 90 et 93, ce sont, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire,
et je retire l'année 2002 qui était l'année du coup d'État contre le président Gbagbo, donc une année très difficile, mais sinon de 1960 à aujourd'hui, à 2010 tout au moins, puisque 2011 va encore être une année catastrophique, mais dans toutes les années de 1960 à 2010, les seules années, en dehors de l'année du coup d'État de 2002, les seules années où la Côte d'Ivoire a eu une croissance négative sont justement les 3 années où M. Ouattara a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est une chose qu'il faut savoir. Deuxièmement, sous l'égide de M. Ouattara, dans les années 90-93, il y a eu une forte privatisation d'un certain nombre d'entreprises ivoiriennes. Je me suis procuré le rapport de la commission parlementaire qui est de l'Assemblée nationale ivoirienne de l'année 93, qui était présidée par M. Henri Konan-Bédié alors, et le rapport a été fait par un député PDCI, M. Atiassin, qui a d'ailleurs fait les mêmes études que M. Ouattara. Et que dit le rapport? Le rapport s'inquiète des délits d'initiés dans les privatisations. Il s'inquiète de la création de sociétés dans des paradis fiscaux. Il s'inquiète du transfert des fonds de privatisation, non pas au trésor public ivoirien, mais dans des banques commerciales, etc., etc. C'est un réquisitoire terrible contre la gestion de M. Ouattara. Aujourd'hui, M. Ouattara revient aux affaires. Il a promis pendant la campagne électorale des milliers de milliards, on ne pouvait même plus les compter tellement il en promettait. Et aujourd'hui, il tend la main tous les matins au FMI, à la France, aux États-Unis pour demander de l'argent. Alors, si M. Ouattara est un grand économiste, je préfère que la Côte d'Ivoire soit dirigée par un historien comme le président Gbagbo, parce que quand le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, le premier acte qu'il a fait, il a demandé au ministre Brown Boibré, paix à son âme, de faire ce qu'on a appelé le budget sécurisé. C'est-à-dire qu'il fallait que la Côte d'Ivoire ne compte d'abord que sur ses propres ressources. Donc ce budget a été établi par le ministre et par l'ensemble des hauts fonctionnaires ivoiriens, parce qu'il faut dire au passage que la Côte d'Ivoire est un pays qui regorge de hauts fonctionnaires et de gens capables, alors que M. Ouattara s'entoure de personnes envoyées de France tous les jours. Donc ce gouvernement et ce ministère des Finances a préparé un budget dit sécurisé, et de 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire, malgré toutes les vicissitudes que vous avez rappelées, le budget de l'État est passé de 1600 à 2900 milliards. La dette ivoirienne, je le disais tout à l'heure, a été réduite dans le même temps. Les fonctionnaires ont toujours été payés en temps et en heure. Le président Gbagbo a rétabli, d'ailleurs pour ses fonctionnaires, un ordre plus logique, parce que M. Ouattara, quand il était devenu Premier ministre en 90, avait déflaté une partie des fonctionnaires, ce qui était l'origine, ça sera un autre sujet tout à l'heure, sur l'école ivoirienne, parce qu'il avait mis des salaires à 2 vitesses. Le président Gbagbo a mis fin à cette situation qui était dramatique pour un certain nombre de fonctionnaires ivoiriens. Donc, tous les actes posés par M. Gbagbo sont des actes de bonne gouvernance, de bonne gestion de l'économie, de bonne gestion de l'ordre social, ce qui fait qu'il avait un support populaire. Et il était reconnu par la communauté internationale au niveau de ces efforts-là, puisqu'on a obtenu le point de décision du PPTE en mars 2009. Bonsoir. Écoutez, j'aurais une question qui me tient à cœur, vraiment. En fait, c'est une question dont la source, elle est d'un article que vous avez communiqué il y a pas si longtemps, où vous parlez de cellules de résistance, donc des cellules qui seraient établies par quartier ou localement. Et j'avais trouvé cette idée vraiment très bonne. En fait, je me souciais beaucoup, bon, j'ai pas réellement un feedback de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, puisque je suis pas, mais je peux imaginer, au vu des informations que je peux obtenir sur Internet et un peu partout, que vraiment le pays est saccagé, la situation est vraiment dramatique. Et je pensais que votre vision, donc cette idée de cellule, était quelque chose de vraiment formidable. Ça pouvait vraiment aider à recréer du tissu social ou du moins le maintenir d'une certaine manière. Donc ma question, voilà, elle est là. Où vous en êtes concrètement? Ça avance, les
cette idée de cellule est mise en place? Voilà ma question, monsieur. Je vous remercie, M. Ewa. D'abord, il faut savoir que le président Gbagbo, avant d'être président de la République de Côte d'Ivoire, s'est battu pendant pratiquement 30 ans sur le plan politique, et il avait d'abord créé dans la clandestinité, et puis ensuite il a fait reconnaître par le président Houphouët-Boigny le multipartisme, ce qui a fait que le Front populaire ivoirien, qu'il avait créé dans des conditions difficiles, s'est développé en grand parti politique. Et grand parti politique au sens où on l'entend dans les pays occidentaux, avec un organigramme, avec des sections, avec des cellules dans ces sections, qui font que le pays a été maillé. Je me souviens de l'élection de 2000, le président Gbagbo avait sillonné la Côte d'Ivoire, alors que le général Gay était resté quasiment enfermé chez lui pendant toute la campagne électorale. Le président Gbagbo connaît chaque village de Côte d'Ivoire. Il a vraiment sillonné, et il a laissé une trace d'organisation. Et au FPI, vous avez beaucoup de gens qui sont organisés, même à l'extérieur, puisque sur l'ensemble par exemple en Europe, vous avez des sections du FPI en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, etc. Nous avons un vrai parti politique, récupéré plus tard par M. Ouattara, qui n'est ni de près ni de loin le créateur du RDR, mais qui se l'est accaparé comme un espèce de club personnel. Donc il n'y a pas dans le RDR une organisation comme celle qu'on retrouve au FPI. Et heureusement qu'il y avait cette organisation, parce qu'aujourd'hui, dans le désordre politique et social de la Côte d'Ivoire, le FPI apparaît comme l'instrument qui permet de maintenir un lien social et un lien politique chez tous les Ivoiriens qui sont soucieux de la démocratie, du multipartisme et de la liberté d'expression. Parce qu'en plus, le FPI est un parti multiethnique, multiconfessionnel. Il suffit de voir la structure de ses dirigeants. Je vais faire un comeback au moment de la crise. Donc la crise, les événements qui ont éclaté tout juste après l'élection du président Laurent Gbagbo. Où étiez-vous pendant les heures chaudes de cette crise? Aussi, il est dit de manière officieuse que vous étiez en mission de bons offices entre le pouvoir d'Abidjan et celui du président Laurent Gbagbo. Si oui, concrètement, sur quoi cette mission a buté, au point où on a eu cette attaque sauvage de l'armée française? Vous dire que pour la crise, elle a commencé il y a très longtemps, et la crise a commencé au moment de l'élection présidentielle et de la suite de la journée du 28 novembre 2010, où le deuxième tour s'est passé à Abidjan et en Côte d'Ivoire. J'étais moi-même à Abidjan. J'ai passé les deux nuits qui ont suivi le 28 novembre, c'est-à-dire la journée du 29 et la nuit du 29 au 30, au siège de la LMP avec une cellule de crise. Nous étions en train de recueillir l'ensemble des résultats nationaux de l'élection. Et c'est pour ça que je peux vous dire, au-delà de tout recomptage, que le mardi matin aux premières heures, nous étions à peu près assurés que le président avait entre 51,5% et 52% des voix. En ayant inclus dans ce résultat, de façon volontaire, à peu près 100% des voix pour M. Ouattara dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il ne donnerait pas 100% des voix à Ouattara dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais 150%, ce qui sort des limites du raisonnable. Et donc ensuite, pour ce qui est de la crise elle-même qui a démarré donc dès la déclaration de M. Bakayoko au Golfe et ensuite la déclaration de M. Yaoundé qui officialisait de façon constitutionnelle le résultat de l'élection présidentielle et donc la proclamation du résultat en faveur du président Gbagbo. J'étais à Abidjan avec mes autres collègues, on a assisté à l'investiture du président. J'ai participé tout de suite à une première élection avec Herman Aboua, le garçon qui a malheureusement passé plusieurs mois en prison pour des raisons inadmissibles. Et ensuite, j'ai, au cours des mois qui ont suivi cette période-là, jusqu'au 11 avril, fait plusieurs voyages de mission à la demande du président. D'ailleurs, une de mes missions, j'ai ramené M. Denisot à Abidjan pour la fameuse interview
que j'avais préparé à Paris avec M. Denisot pour interviewer le président Gbagbo dans Canal+. J'ai fait d'autres missions plus techniques. Et la dernière mission, j'étais parti quelques jours avant le 28 ou le 29 mars. Et c'est cette dernière mission qui m'a trouvé à Paris au moment des attaques de l'armée française. Une chose que j'avais beaucoup de mal à imaginer. D'ailleurs, j'avais, au cours d'une émission sur une chaîne qui s'appelle 3A Télé Sud, été interviewé au mois de mars à propos du risque d'attaque de l'armée française. J'avais dit que c'est comme toutes les hypothèses, ça peut être une hypothèse de travail, mais que je n'arrivais pas à imaginer d'une façon ou d'une autre l'armée française puisse faire ce qu'elle a fait. Et je pense que le président Gbagbo était aussi dans cette approche, parce qu'il y a un moment donné où la raison essaye de prendre le dessus. Malheureusement, on sait tout ce qui s'est passé. Et depuis lors, on se bat pour rétablir la vérité et faire en sorte que la situation en Côte d'Ivoire d'abord ne se dégrade pas plus sur le plan humanitaire et sur le plan sécuritaire, en aidant tant qu'on peut. Et de l'autre côté, d'essayer de faire comprendre aux autorités françaises qu'elles sont dans l'erreur absolue et de trouver des appuis internationaux pour accompagner notre combat et la résistance qui doit être tout à fait naturelle dans une situation pareille. D'abord, merci pour tout le travail que vous faites pour notre président et pour la Côte d'Ivoire. Ma question va se tourner autour de la démocratie. La France a été reconnue comme un pays de droits de l'homme, un pays promoteur de la démocratie. Alors, nous, dans notre société à l'école, je ne pense pas qu'on puisse enseigner une leçon avec des machettes et des couteaux. Autrement dit, je ne pourrais pas prêter attention. Alors, on nous dit que la démocratie est suffisamment installée en Côte d'Ivoire, après des bombardements, après des tueries et autres. Alors, M. Bernard, quel genre de démocratie la France veut imposer en Côte d'Ivoire? Vous savez, la démocratie, elle n'a ni religion ni couleur. La démocratie, c'est le respect des droits de l'homme, c'est le respect du pouvoir du peuple, qui est son étymologie grecque, et c'est donc le respect de l'autre. Ni de près ni de loin dans la crise ivoirienne, le mot démocratie est à sa place dans la situation actuelle. Quand M. Fillon, Premier ministre français, a déclaré le 12 avril à l'Assemblée nationale française qu'il était fier que l'armée française ait aidé au rétablissement de la démocratie en Côte d'Ivoire, je peux vous assurer que j'ai fait des bons. Et je passe toujours mon temps, tout le temps que je peux, vis-à-vis de ces autorités pour leur faire comprendre que c'est une ignominie qui a été prononcée ce jour-là. Et d'ailleurs, pour cette crise ivoirienne, il faut remarquer, vous êtes aux États-Unis, je suis à Paris, les deux pays qui sont les deux plus anciennes démocraties constitutionnelles au monde, des démocraties constitutionnelles au sens moderne, c'est-à-dire les États-Unis et la France, avec des constitutions qui datent de 1776-1792, sont également les deux pays qui sont allés fouler aux pieds la démocratie en Côte d'Ivoire. Et ça pose des problèmes pour les relations internationales futures. Et je disais un jour au président Gbagbo, les Européens et les Occidentaux en général, et je peux en parler aisément parce que je suis issu, puisque je suis français à l'origine, j'ai une nationalité ivoirienne aussi aujourd'hui, les sociétés et les civilisations sont mortelles. Nous sommes dans un continuum historique. Le monde ne s'arrête pas comme ça parce que un pouvoir précaire est allé un jour décider que dans tel pays on ferait ceci, on ferait cela. On observe d'ailleurs qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, dans des cas de figure qui sont différents, puisque les dirigeants étaient différents, l'organisation des sociétés était différente, mais la méthodologie employée par les Occidentaux en Libye, avec la demande à travers le Conseil de sécurité de protéger les civils, etc., a conduit à un conflit armé qui ne voulait pas dire son nom, et qui vont essayer de répéter demain en Syrie, je ne sais pas encore en Iran ou ailleurs. Mais ces formes de lutte ne peuvent pas durer longtemps. Nous sommes dans l'histoire,
Demain, l'Afrique sera un continent immensément peuplé, avec des ressources naturelles exceptionnelles, qu'il faudra bien que ces peuples puissent bénéficier par eux-mêmes, à travers leur souveraineté, à travers leur propre capacité, d'en profiter, et non pas de toujours être, comme disait le président Gbagbo dans son adresse le 7 août dernier aux Ivoiriens, de rester dans la posture du cavalier et de la monture. C'est une dialectique, je dirais, du maître et de l'esclave qui ne peut plus perdurer. Et aujourd'hui, il faut le dire clairement, de façon non émotionnelle, mais les situations doivent être modifiées. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui va devenir le point focal de ce combat. Et je pense d'ailleurs que c'est bien pour ça que beaucoup d'Africains à travers le monde, en Afrique et ailleurs, et j'en rencontre régulièrement, suivent le combat de la Côte d'Ivoire, parce que si en Côte d'Ivoire la situation perdure, c'est un retour en arrière de 50 ans pour l'ensemble de l'Afrique. Et des gens qui connaissent bien ces problèmes-là l'ont très vite compris, et quand je vois la position de M. Thabo Mbeki et des autorités sud-africaines, qui nous ont beaucoup aidés, qui sont malheureusement pas suffisamment puissants actuellement pour pouvoir faire passer, avoir fait passer nos idées d'avant, mais ce sont des gens qui nous ont beaucoup aidés parce qu'eux connaissent vraiment le problème. Ils l'ont vécu, ils l'ont surmonté. Donc aujourd'hui, il faut que la situation en Côte d'Ivoire, c'est pas simplement une lutte contre Ouattara, c'est une lutte de la démocratie contre la dictature, de la liberté contre l'oppression et de la souveraineté contre la dépendance. Alors, lors de la conférence de presse de M. Draman à Paris, il a parlé de la situation sécuritaire lorsqu'il répondait aux journalistes disant que la sécurité est rétablie. Tous les matins, il reçoit un rapport de ses services de sécurité pour confirmer que ça allait bien. Et puis, le lundi 31, on apprend qu'un jeune à Yaoundé s'est fait abattre parce que premièrement, il était accusé de détention d'armes. Ils ont été menés de fouilles chez lui à domicile et dans son campement parce qu'il est un pêcheur, mais il n'y a rien trouvé. Le deuxième motif qu'ils ont jugé utile et valable pour l'abattre, c'était qu'il était un pro-Gbagbo. Alors, cette sécurité, ce genre de choses qui perdurent, est-ce que les populations vont toujours subir cela? Quand ça va, il va-t-il mettre fin à cela? Ma deuxième question porte sur le résultat, sinon la proclamation des résultats des élections législatives, et ça porte sur, ça s'adapte directement au Conseil constitutionnel vient de décider de faire reprendre les élections législatives dans certaines régions pour motif qu'il y aurait eu des personnes décédées qui ont voté, qu'il y aurait, parce qu'ils l'ont dit, c'est prouvé, qu'il y a eu des destructions d'urnes, qu'il y a eu violence, qu'il y a eu, comment on appelle, intrusion des forces rebelles, sinon ce n'est pas des forces républicaines, des forces rebelles dans les bureaux de vote. Alors, ces faits-là, ces états de faits, c'est ce que nous avons vécu lors des présidentielles et qui n'ont pas été pris en compte. Est-ce que cela ne prouve pas qu'effectivement, il y avait une intention, sinon un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, un projet pour destituer, pour enlever notre président du pouvoir, parce qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes qui rejetaient ces motifs lors des élections présidentielles, qui ne les ont pas pris en compte avec leurs supporters, aujourd'hui, ils se basent sur ça pour dire que les élections dans certaines régions doivent être reprises. Les questions que la première question sur la sécurité, il était évident qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les problèmes de sécurité pour la population dans sa vie quotidienne, c'est le plus gros problème. Parce que nous avons affaire à des bandes armées qui se tirent dessus entre elles, qui se tirent sur la population, et le massacre du jeune garçon à Yamé ces jours derniers est un dernier exemple, mais ce sont des exactions qui sont quotidiennes. Moi, j'ai souvent des contacts avec des gens en Côte d'Ivoire par téléphone.
les gens sont extrêmement inquiets de cette situation de sécurité, et je dirais même que c'est reconnu par la communauté internationale. Il suffit d'aller sur les sites internet de l'ambassade de France à Abidjan, de l'ambassade des États-Unis, du Canada et d'autres, pour voir quelles sont les alertes de sécurité qui sont mises, et souvent en encre rouge, et les conseils aux voyageurs qui vont en Côte d'Ivoire de n'aller que pour nécessité de service. Alors je ne sais pas ce que va faire le ministre du Tourisme en Côte d'Ivoire, mais il va être au chômage pour un bout de temps. Donc cette sécurité, qui a d'ailleurs été illustrée de façon exceptionnelle par le meeting de Figayo, qui était un meeting démocratique où il y avait une foule formidable, et qui a été attaqué par des nervis payés par le pouvoir, et sous le regard complètement attentiste de l'autorité de protection qui étaient les policiers et les gendarmes. Et je remarque à cet égard que la France a mis 3 jours à condamner, alors que même l'ONU et les Nations Unies et les États-Unis avaient condamné rapidement après les événements. Donc ça, la sécurité, il est effectif que... Et c'est une préoccupation grave, parce que le président Gbagbo n'est pas un homme de violence. Le président Gbagbo veut retrouver le pouvoir, en espérant qu'il le retrouve dans les meilleures conditions de délai, en particulier par la négociation et la discussion politique. Mais je crains à un moment donné que si la situation actuelle perdure, qu'il y ait une course contre la montre, si on peut dire, entre la libération du président et le taux de désespérance de la population qui atteindrait un point de non-retour, qui ferait qu'on aurait en Côte d'Ivoire des mouvements de la population qui ne pourraient plus supporter cette situation. Et à ce niveau-là, l'élection française du mois de mai, si le président Sarkozy s'en va comme les sondages le lui prédisent, le pouvoir politique français n'aura peut-être pas les mêmes volontés de violence militaire qu'avait M. Sarkozy. Donc ça pose encore un autre problème à M. Ouattara. Pour ce qui est des législatives, les législatives du 11 décembre ont été faites dans des conditions totalement, je dirais quasiment irresponsables de la part du pouvoir, parce que vouloir organiser ce genre de choses dans le climat où était la Côte d'Ivoire et dans les conditions de l'opposition dans laquelle avait été rejeté le FPI et les supporters du président, c'était une gageure que le pouvoir n'a pas pu tenir. Le taux de participation lui-même, mais la démonstration absolue que l'opinion ivoirienne est fatiguée de cette affaire. Je disais quelques jours avant l'élection que le dimanche 11 décembre, les Ivoiriens voteraient avec leur cœur en restant à la maison. Je ne me suis pas trompé, puisque plus de 85% des gens sont restés à la maison. Parce que le chiffre de participation annoncé par les autorités 7 ou 8 jours après le scrutin, ce sont des chiffres tout à fait farfelus. Maintenant, dans ces 15% de votants, il n'y a eu que la moitié qui ont voté pour les candidats de M. Ouattara. C'est-à-dire que l'opinion électorale, enfin le corps électoral ivoirien s'est mobilisé à 8% pour M. Ouattara, ce qui est une mobilisation totalement ridicule. Alors que M. Ouattara était soi-disant l'élu l'année précédente à 54% d'après les autorités internationales. Et en plus, en faisant des magouilles, des tripatouillages et des tricheries que tous les députés PDCI ont dénoncées. Il y a eu 110 réclamations sur 254 circonscriptions. M. Vaudier, aujourd'hui, en a retenu 10 ou 11, ce qui est ridicule par rapport au total de toutes les réclamations qui auraient pu être acceptées. Mais M. Vaudier est un président de conseil constitutionnel qui est sans doute réellement, lui, aux ordres de M. Ouattara, ou qui craint la position de M. Ouattara et les gens qui entourent M. Ouattara. Donc aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui n'a aucune valeur, qui représente même pas 15% du corps électoral ivoirien, avec un peu moins de la moitié des circonscriptions où il y a un vrai débat de tricherie. Quand vous voyez que même M. Vaudier a tenu de reconnaître que des morts avaient voté. Quand vous avez des circonscriptions où les listes d'émargement comportent des noms dont les gens ont les certificats de décès qui sont en période de 6 mois au jour de l'élection, on sombre dans le plus parfait ridicule. Quand vous avez M. Ndoye Raymond, qui était le député de Koumassi, qui dit lui-même
que le ministre Cissé Bakongo a fait bourrer les urnes dans la commune de Koumassi, quand vous avez M. Faustin Abo, qui est secrétaire général de l'Union des villes de Côte d'Ivoire, qui est maire député de Sikensi, qui me dit au téléphone, mais Bernard, on nous a volé. Alors, première chose que je lui ai répondu, j'ai dit, cher ami, bienvenue au club, parce que quand ils nous ont fait ça l'an dernier, vous n'avez pas beaucoup bougé. Maintenant, c'est votre tour. J'espère que vous allez comprendre ce que c'est une consigne de M. Ouattara. Donc, ces initiatives n'ont aucune valeur. Le Parlement ivoirien ne votera des lois avec des gens qui n'ont aucune légitimité populaire. Et ça crée encore un autre problème pour la suite des événements. Troisième question sur le regroupement des organisations. Je disais tout à l'heure que notre rôle n'est pas de remplacer les organisations pour en faire une univoque et uniforme. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Mais d'un autre côté, il faut effectivement que l'on crée du lien entre chacune des associations qui en suivent une feuille de route qui est la volonté là où le président veut aller. Et notre rôle, c'est de servir justement de relais, de courroie de transmission et pour superviser que chacune des associations dans son pays, dans sa région, en tant qu'association culturelle ou association régionale ou association politique ou association panafricaine, suivent une même ligne et une feuille de route qui est celle du président Gbagbo, parce que nous avons tous un lien, c'est la défense des intérêts du président Gbagbo par laquelle passe le futur de la Côte d'Ivoire.